Bonsoir à tous et à toutes. Merci aussi à la Clinique du Terre pour m'accueillir dans vos beaux bâtiments. Donc on va aborder une thématique qui est les aides cognitives pour les professionnels de santé. Des travaux que j'ai menés, que je continue à mener dans le domaine. Alors, si vous voulez, on va commencer par un petit quiz. D'après vous, si vous aviez à définir une aide cognitive, quel élément vous mettriez dans cet ensemble? Une checklist, qui lève la main. Ça marche? Une liste d'actions à faire, ce que les to-do list, ce que disent les anglo-saxons. Une majorité. Un logigramme décrivant un protocole de soins. Donc ça se réduit déjà, un petit peu. Ouais, quand même. Des notes prises sur une feuille de papier volante. 3, 4. Est-ce que c'est une aide cognitive? Une liste de numéros de téléphone affichés dans un service. Okay. Un logiciel de gestion des lits. Un peu plus de silence. Un collègue de travail. Non. D'accord, je retiens. Un chariot d'urgence. Non. S'il est bien fait. D'accord, il y a des choses dessus. Ok, une table. Une chaise. Ok, bien, bon, on va voir. Aujourd'hui, ce soir. Alors, on va donner plusieurs réponses, évidemment. Première réponse, c'est l'aide cognitive définie de manière conventionnelle. Qu'est-ce qu'on définit de manière un peu académique, l'aide cognitive? Alors, c'est les trois croix de gauche, là, en fait, la checklist, qui permet de vérifier l'état du monde à un moment donné. La to-do list, qui est en fait une liste d'actions à réaliser. Et puis le logigramme, qui décrit en fait une liste d'actions, d'opérations, mais avec des conditions potentielles. Si tel contexte, alors telle action à réaliser. Donc le reste, c'est pas défini comme des aides cognitives d'un point de vue au moins conventionnel, dans la définition pure entre guillemets qu'on peut donner du champ. Alors en fait, la checklist, c'est vraiment l'aide cognitive par définition, celle qui représente le mieux ce type d'outil. Si on fait un petit peu d'historique, c'est né dans le domaine de l'aviation militaire. En 1935, il y a eu un accident qui a fait des victimes. C'était un prototype de bombardier aux États-Unis, donc en 30 octobre 1935, sur la piste de décollage Wright Field dans l'Ohio. Ce prototype, en fait, s'est écrasé au décollage. Et pourtant, c'était des pilotes experts, des pilotes d'essai, donc qui avaient l'habitude de traiter, de prendre en charge ces avions de test. Et en fait, il a oublié de désenclencher une commande, qui était une nouvelle commande à bord de ce modèle, qui bloquait les gouvernes de l'avion, c'est-à-dire les parties des ailes qui permettent de monter, descendre en altitude. Et donc, habituellement, c'était sur la piste un opérateur qui débloquait manuellement les gouvernes. Et là, c'était une nouvelle commande, c'était le pilote, une fois décollage démarré, qui débloquait ces commandes par lui-même. Et donc, il n'a pas trouvé d'abord la commande, il n'y a pas pensé, il n'a pas trouvé la commande, et c'était trop tard, l'avion s'est écrasé. À partir de là, en fait, ils se sont dit, il faut une aide pour pouvoir rappeler au pilote que cette action critique doit être réalisée. Et de là est née la checklist pour l'aviation militaire. Alors, c'est un outil qui a connu un succès important, à tel point que de l'aviation militaire, on est passé à la NASA et à l'aviation civile, qui a transposé dans leur domaine la notion de checklist. En 1979, il y a un workshop qui est central dans l'histoire de l'aviation civile et de la NASA, qui a abordé un nouveau champ qui est le champ des risques et des compétences non techniques. Alors, compétences, risques non techniques, qu'est-ce qui relève du non technique? C'est tout ce qui n'est pas propre au cœur de métier proprement dit, et dans ce cas, ce qui est du pilotage proprement dit de l'avion, qui relève des compétences techniques. Donc le non technique, c'est tout ce qui est
périphériques à cette compétence, c'est-à-dire la communication à bord de l'avion, pilote-copilote, la manière de raisonner, l'enchaînement des étapes dans le raisonnement, la façon de gérer les procédures, etc. Donc en fait, tous ces tâches périphériques, et à l'époque, en fait, ils sont aperçus que ces compétences qui étaient dites non périphériques, bien souvent, expliquaient un grand nombre d'accidents, voire ou d'incidents à bord des avions. Donc ils ont réfléchi sur ces compétences non techniques, notamment parce que dans ces années-là, 70-80, en fait, il y avait une montée de l'automatisation des avions, beaucoup de progrès technologiques et beaucoup d'automates à bord du cockpit. Donc, de ce fait, la nécessité de gérer aussi ces automates, boutons de commande, en plus des tâches de pilotage proprement dit. Donc, constatant le nombre d'incidents et d'accidents relevant de ces compétences non techniques, il s'est agi de développer en fait un ensemble de formations pour former véritablement les pilotes, copilotes, les équipages à ces compétences non techniques, comment communiquer, comment décrire un raisonnement de manière rigoureuse et partagée, comment avoir une conscience de la situation qui puisse être partagée à bord de l'avion pour éviter les points critiques. Ça a donné naissance en fait au Cockpit Resource Management, la gestion des ressources à bord du cockpit, qui appelait plus tard Crew Resource Management, la gestion des ressources dans l'équipage, donc CRM. Donc voilà une phase clé, on est dans l'aviation encore à cette époque-là. 1999, et là on bascule dans le domaine médical, il y a transfert de cette notion de compétences non techniques, compétences techniques, dans le champ hospitalier, avec un rapport qui va faire date, vous connaissez peut-être par certaines d'entre vous, c'est le rapport de l'Institut de médecine américain, avec ce titre, c'est « Faire des erreurs est humain ». Et c'est une révélation dans le domaine médical-paramédical, parce que à cette époque-là, l'erreur médicale est difficilement appréhendée pour expliquer en fait le décès ou les maladies nosocomiales qu'on peut observer, qu'on peut constater dans les hôpitaux. Donc, le groupe de travail aborde un ensemble de propositions qui vont émerger de ce rapport. La création d'agences nationales de santé, ça va donner naissance à HAS en France. Mettre en place des systèmes de reporting des événements indésirables, graves, pour pouvoir capitaliser sur cette expérience et ne pas répliquer les erreurs commises antérieurement. Standardiser les pratiques de soins, on constate que les protocoles sont très divers et variés dans les différentes structures. Améliorer la normalisation, la standardisation. Et puis tenir compte des capacités humaines, respecter les capacités humaines, notamment en termes de traitement de l'information, hein, pour éviter les erreurs, les oublis chez les personnels médicaux, paramédicaux. Et donc aussi la promotion en fait, de l'équipe comme une source de fiabilité pour éviter les erreurs, ainsi que, c'est très large, hein, élaborer des environnements de travail qui soient porteurs d'apprentissage, qui permettent d'avoir les ressources pour pouvoir mieux capitaliser et développer des compétences. Donc, voilà la petite révolution. Et dans ce cadre, une des propositions, c'est d'utiliser des checklists provenant dans la logique du monde de l'aviation civile et militaire, comme un moyen concret, en fait, d'éviter les erreurs. Alors, 2003, en fait, on constate, c'est la naissance des premières études rigoureuses sur l'analyse de l'impact effectif des checklists, des aides cognitives sur l'activité médicale. Donc, une des premières études a été menée sur le risque d'infection sanguine en hôpital. Et l'étude menée, en fait, montre que l'intervention effective dans les hôpitaux a un impact positif en termes de réduction des infections. Alors, quels sont les facteurs qui vont améliorer
la réduction de ce risque, c'est la présence de soignants relais qui vont servir d'interface entre les recommandations pour éviter les infections et puis les praticiens sur le terrain. Donc ça, c'est un élément clé qui va être explicatif de l'amélioration de ces pratiques. La formation au risque infectieux des équipes. Et puis la mise en place d'une checklist qui permet de vérifier qu'un ensemble de conditions sont respectées pour éviter le risque infectieux. Donc on retrouve là un élément clé, la checklist, comme facteur de réduction des risques. 2009, grande étude qui va mettre en évidence l'importance des checklists, c'est la checklist chirurgicale. Donc c'est une étude qui a été menée avec 8 hôpitaux aux 4 coins du monde pendant 1 an. Et puis il constate qu'après la mise en œuvre de la checklist, ici à droite, c'est la version originale de l'OMS, version anglaise, le taux de mortalité est réduit significativement de 1,5 à 0,8%. Et puis le taux de complications chez les patients passe de 11% à 7%. Donc face à ces résultats probants, l'OMS va avoir comme recommandation au niveau international de généraliser la checklist. Ça va donner naissance à une version française que ceux qui travaillent en bloc opératoire doivent connaître, qui est la version de l'HAS, qui est une déclinaison de cet outil. Alors, quelle est la fonction principale de cette checklist, de l'aide cognitive en général? Dans sa définition conventionnelle, ça permet de suivre le protocole, les procédures, les bonnes pratiques de manière rigoureuse. Donc, Amal Berti, qui est un psychologue ergonome qui conseillait à l'HAS, en fait, mettait en évidence cette logique de suivi de protocole, sachant qu'il y a plusieurs stratégies qui constatent dans les soins, la stratégie de type qu'il appelle de type A, c'est-à-dire qu'il y a des soins qui sont cohérents par rapport au protocole, avec des résultats qui sont conformes aux attendus dans la pratique, et ça correspondra en France à 40% des soins. Donc déjà, ce n'est pas la majorité, des soins qui suivent rigoureusement les protocoles. Stratégie de type B, donc adaptation du protocole avec potentiellement des événements indésirables qui émergent, des variations, mais ces événements indésirables sont mineurs, n'ont pas d'impact important sur le patient, et ça correspondrait à 50% des pratiques en France. Alors c'était 2013. Stratégie de type C, ce qu'il appelle les stratégies précautionneuses, c'est principalement le report de chirurgie, avec un risque que cette activité, en fait, in fine, ait un effet négatif, que le report ait un effet négatif sur le patient. Et enfin, une stratégie de type D, où il y a violation manifeste du protocole, des attendus, qui vont générer un événement critique avec des conséquences lourdes pour le patient. Ça correspondrait à 0,1-0,5% des interventions. Vous voyez que le repère pour évaluer le fait qu'il y ait potentiellement des événements indésirables, c'est le suivi du protocole, plus ou moins rigoureux. Et donc la checklist vient comme un outil pour suivre ce protocole. Donc en fait, ces attendus, ce qu'on appelle en ergonomie les tâches prescrites, viennent de 2 sources. En fait, ça vient des recommandations d'experts du domaine, médical, paramédical, et puis les procédures venant du management aussi, le pilotage de processus, qui peut imposer des façons de faire. Et donc, à partir de là, l'aide cognitive, comme je vous le disais, permet de réduire potentiellement les écarts entre l'activité attendue, les tâches, et puis l'activité réelle en situation. Donc voilà la logique sous-jacente. Alors, face à cette logique qui est en fait la logique originelle, si on peut dire, dans le domaine du pilotage d'avion. C'est-à-dire que piloter un avion, si on suit exactement les procédures, tout se passe bien. On décolle, on atterrit, tout s'est bien passé. Quand on commence à réfléchir au domaine du soin, on constate quand même qu'il y a des différences dans les caractéristiques du domaine
du pilotage par rapport au domaine médical. Alors, il y a un point commun, comme on l'a constaté, la gestion des risques est centrale, le patient, l'équipage et puis les personnes à bord de l'avion, et le fait que longtemps les compétences non techniques, communication, type de raisonnement, partage d'une conscience de la situation ont été sous-estimées. Donc ça, dans les deux domaines, c'est la même approche des choses, si on peut dire. Après, dans l'aviation, les tâches sont fortement formalisées. C'est-à-dire que pourquoi les avions sont très automatisés, pourquoi il y a des pilotes automatiques, c'est parce que les ingénieurs peuvent formaliser de manière très rigoureuse l'activité. Par contre, dans le soin, les tâches sont... Il y a plus de diversité, plus de variabilité. Il n'y a pas une procédure extrêmement rigoureuse, bien souvent, qui permet d'aboutir à 100% à un objectif défini. Dans un avion, l'environnement ambiant il est stable, il ne bouge pas. Les deux pilotes sont à bord du cockpit et rien ne va bouger autour d'eux. Par contre, dans le soin, il y a une instabilité de l'environnement ambiant. Vous prenez l'accueil des urgences dans un hôpital, ça bouge dans tous les sens. L'environnement se reconfigure très rapidement et un jour n'est jamais égal à un autre dans l'activité, selon les flux de patients, selon les personnes présentes, etc. Le domaine de travail est homogène, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de techniques bien définies, de compétences bien définies à mettre en œuvre à bord de l'avion, avec un avion qui est passif. Il ne va pas dire qu'il a mal ou qu'il est heureux d'être piloté. Par contre, de l'autre côté, on a un domaine de travail qui est très hétérogène. Il y a beaucoup en fait, de corps de métiers différents dans le soin. Et puis, on est face à un patient qui est vivant, qui est actif et qui apporte par lui-même sa variabilité. Patient âgé, enfant, ayant des troubles aussi psychologiques, en plus des troubles somatiques, etc. etc. L'équipe, il parle d'équipe au bord des avions, mais l'équipe elle est réduite. En fait, c'est copilote, copilote. Parfois, ils sont à 3 lorsqu'il y a des longs courriers pour traverser l'Atlantique, dans certaines compagnies, mais ça se limite à ça. Quand vous allez en réanimation pédiatrique, on peut se retrouver à 5, 6, 7 personnes autour de l'enfant à réanimer, et d'un seul coup. Donc, des équipes larges avec une grande variabilité en termes de nombre de personnes. Et ça, je ne vais pas vous en faire la description. Donc, il y a des variations très grandes qui font que on peut dire qu'il faut suivre une procédure pour que tout se passe bien. C'est valable fortement dans le domaine de l'aviation. Dans le domaine du soin, c'est peut-être moins vrai. Alors, c'est vrai qu'en plus, il y a cette affirmation, elle est très variable selon le contexte, selon le cœur de métier. Prenez l'anesthésie, la réanimation, c'est des environnements qui sont assez proches, plus proches de l'aviation que l'urgence extra-hospitalière. Vous avez un patient qui est endormi, qui est passif. Vous avez un patient qui est techniqué, donc il y a plein d'interfaces, comme dans un cockpit d'avion. L'équipe est assez homogène, stable. Et donc, on est plus proche peut-être de l'aviation que certains autres corps de métier dans le domaine médical. C'est pour ça que en fait, les anesthésistes ont été notamment de grands... Ils ont lancé l'usage des checklists de manière très, très précoce. La première checklist qui a été mise en place dans le domaine médical, ça concernait l'anesthésie. Et donc on comprend parce que c'est assez proche du pilotage d'avion. La chirurgie, il y a une procédure qui peut être assez anticipée par le chirurgien, par l'équipe, mais quand même il y a encore la variabilité qui s'installe parfois. Et puis quand on arrive à la médecine d'urgence intra-hospitalière, extra-hospitalière, alors là, le SMUR, ils peuvent intervenir dans des environnements très très variés, avec des contraintes très variables, et donc l'environnement est bien différent. Donc, on peut se demander si, de ce fait, les aides cognitives, dans le domaine médical,
doivent-elles avoir véritablement la fonction principale de suivi du protocole? Puisque ce protocole, parfois, c'est plus un repère. Il existe dans le soin, mais c'est plus un repère que véritablement une suite d'étapes bien précises qu'il faut suivre, comme lorsqu'on décolle à bord d'un avion ou lorsqu'on atterrit. De ce fait, on peut arriver sur une deuxième définition. En fait, on se dit, si l'aide cognitive n'est pas fondamentalement un outil pour suivre un protocole, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être quelque chose qu'on utilise comme un outil naturel, parce que l'être humain utilise des outils dans ses activités. Et effectivement, c'est un outil cognitif qui correspond en fait à une compétence fondamentale de l'être humain. Déjà, les hominidés auxquels on appartient conçoivent des outils et utilisent des outils ordinaires, comme une pierre chez ce chimpanzé. Et l'espèce humaine a développé des outils bien particuliers qui sont des outils cognitifs, c'est-à-dire qui permettent d'écrire, de lire des informations dans leur environnement, à travers le dessin, l'écrit, la parole, le chant, etc. Et les aides cognitives, en fait, appartiennent à cette catégorie d'outils cognitifs. Et en fait, lorsqu'on va voir dans les poches des personnels médicaux, paramédicaux, on leur demande de sortir les papiers qu'ils ont dans les blouses, eh bien on constate qu'ils ont leurs aides cognitives. Voilà un papier dans la poche d'une interne aux urgences, où on a des indicateurs sur les paramètres physiologiques des patients qui sont suivis. On peut dire que c'est un interne, donc une interne débutante, mais un médecin senior, il sort de sa poche un papier aussi, où il a collé les codes barres, il a pris des notes, il a pris différents stabilos pour colorer certains éléments, etc. Donc, de manière naturelle, on utilise des aides cognitives d'une certaine manière, qui ne relèvent pas véritablement d'un outil qui est là pour suivre un protocole, c'est plus un soutien à son activité. Le docteur Rial, qui en fait, a travaillé sur les outils cognitifs utilisés par les internes en médecine. Il a demandé à un échantillon de 148 internes en médecine de décrire quels outils ils utilisaient pour le traitement de l'information, pour stocker de l'information. Et 36% utilisent des carnets manuscrits, une clé USB dans la poche, 34% le smartphone, 30% l'ordinateur, une feuille volante, et puis la mémoire personnelle, 14%. À partir de là, en fait, il a développé une application qui est gratuite, qui est partagée déjà par bon nombre de personnes, en fait, qui s'appelle Dans ma blouse, où en fait, il a regroupé, il a construit un nouvel outil cognitif où on peut stocker des documents, des PDF, des informations, les classer, etc. pour soutenir son activité à travers un support comme un smartphone. Donc, voilà, c'est une nouvelle approche des aides cognitives comme un soutien à l'activité. Alors pourquoi ces aides cognitives viennent soutenir l'activité? Parce que parfois, notamment, on se retrouve face à des situations de crise, et un type d'aide cognitive particulièrement développé, c'est les aides cognitives de crise, c'est-à-dire qu'il s'agit de suivre une procédure dans un cas particulier, comme le choc anaphylactique, une situation critique qui pose des contraintes en termes de traitement de l'information. Et donc on a besoin d'un soutien dans ce traitement de l'information. On a un temps de traitement de l'information qui doit être rapide, le patient est en danger. On a une situation inhabituelle, c'est rare d'activer nos connaissances dans ce contexte. C'est une situation impliquant des actions particulières, souvent nombreuses, dans un temps réduit. Et puis il y a un état de stress associé à la situation qui est critique et puis pour laquelle on a rarement mis en œuvre nos compétences. Donc là, l'aide cognitive vient soutenir
le traitement de l'information. Mais il n'y a pas que cela, en fait. Quand on dit que c'est un outil cognitif, eh bien, comme je vous disais, les outils cognitifs, c'est des papiers, des écrits qu'on lit, mais c'est aussi la parole, voire chanter, c'est un outil cognitif qui nous permet de structurer nos informations, notre pensée, notre réflexion. Et la parole, effectivement, ça peut être un outil cognitif. Les protocoles comme SAID, vous devez connaître, mais aussi, par exemple, IPAS, qui est utilisé aux États-Unis, où l'acronyme c'est IL pour Illness Severity, la gravité de la pathologie, est-ce que le patient est stable ou à surveiller ou instable, un résumé de l'état du patient, quelles sont les actions à réaliser pour A, après description de ce qui est en train de se passer, de ce qui pourrait se produire, et puis enfin, il faut que le récepteur de l'information, lors de la transmission, résume ce qui s'est passé, ce qu'il a compris, et reformule en action clé ce qu'il doit faire. Donc cette parole structurée, en fait, a été testée dans 9 centres hospitaliers auprès d'informations transmises concernant 10 740 patients, et constate une réduction des événements indésirables de 30%, une réduction des erreurs médicales de 23%, grâce à cette structuration de la transmission de l'information, suivant cette structure qui est IPA2S, au regard d'une situation où la communication se fait de manière peu structurée. Donc on voit quand même l'apport de cette structuration de la parole sur la réduction des risques. Mais le chant, comme je vous disais, peut être un outil cognitif et utilisé dans le domaine médical. Alors c'était un débriefing auquel j'ai assisté avec Pascal, lorsqu'on faisait des débriefings sur l'urgence pédiatrique, temps où le B3S était à l'hôpital du Scorff. Et un pédiatre disait, lors d'un débriefing, il utilisait la Marseillaise, l'hymne national, pour trouver le bon rythme de compression thoracique. Et effectivement, donc moi j'avais gardé ça en tête, c'était intéressant. Et en recherchant des études, en fait, je ne pense pas qu'ils connaissaient ces études-là, mais il y a eu des études qui ont été faites, qui ont mesuré l'apport de différentes chansons pour permettre un rythme de compression thoracique qui suive les recommandations. Et donc c'est une étude de Röhr en 2014, une condition contrôle, sans musique. L'autre c'était Staying Alive, je ne vais pas vous la faire, qu'il fallait chanter. Radetzky March, I Will Survive. Si quelqu'un se sent d'humeur pour chanter I Will Survive, en plus c'était bien adapté au contexte, je pense. Jingle Bells, et puis SOS, c'est une chanson du groupe ABBA, c'est de ma génération. Donc voilà. Et il constatait que la chanson d'ABBA, en fait, de manière significative, permettait de se rapprocher du protocole, du rythme à suivre en termes de compression thoracique. Et quand on regarde le nombre de battements par minute de la Marseillaise, c'est 123. Donc si ça se trouve, la Marseillaise est encore plus efficace pour avoir le bon rythme de compression thoracique. Donc vous voyez, en fait, on a des aides cognitives qui sont immatérielles, mais qui relèvent d'une structuration de la parole ou du chant. Donc c'est intéressant d'élargir la définition de la notion d'aide cognitive. Alors, comment une aide cognitive, en tant qu'outil, intervient dans notre mode de pensée? On va prendre un exemple simple. Vous connaissez certainement l'illusion de Müller-Lyer, l'illusion qu'on apprend en première année de psycho, qu'on découvre. On demande aux participants est-ce que les deux lignes horizontales sont de même taille. Et effectivement, a priori, on constate qu'on a l'impression que ce n'est pas le cas, que celle d'en haut est plus longue que celle d'en bas. Alors certaines personnes, un petit pourcentage de la population, ne sont pas sensibles à l'illusion, voient véritablement que les deux lignes sont à la même longueur, mais majoritairement, on a l'impression que celle d'en haut est plus longue que celle d'en bas. Donc en fait, on est dans un état où on a une perception intuitive de l'illusion. Les traits ne sont pas de même longueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des indices.
de chaque côté des lignes qui nous invitent à dire que celle d'en haut est plus longue que celle d'en bas. En fait, comment éviter cette illusion, qui est en fait un événement indésirable, si on peut dire, dans le traitement de l'information? Eh bien, on va externaliser notre mode de pensée en utilisant un outil, une règle à mesure, par exemple. Et donc, on va mesurer précisément les deux traits, et on va constater qu'ils sont de même longueur. Et en fait, en mesurant, on intériorise le résultat de cette mesure. Et donc, on a à partir de là une pensée qui n'est plus intuitive, qui est liée aux indices perceptifs que l'on capte et qui nous conduit à l'illusion, mais on a une pensée analytique qui est dirigée par la rigueur que nous donne la règle dans la mesure. Les traits ont la même longueur. Et donc, on pourra utiliser d'autres outils. On prenait les deux doigts de la main et puis on constate qu'effectivement... En tout cas, voilà, c'est la logique même de l'aide cognitive. C'est de passer d'un trait... Bien souvent, en fait, les aides cognitives permettent de passer d'un raisonnement intuitif, première captation de l'information, à un raisonnement analytique, qui est plus logique. La chanson, la Marseillaise, ça nous permet de structurer la cadence donc de manière rigoureuse par rapport à une intuition sur le rythme que je dois suivre pour réaliser compression thoracique. Pareil pour la checklist qui structure à travers ces items la démarche que j'ai à suivre pour vérifier l'état du monde. Alors de ce fait, qu'est-ce qu'une aide cognitive? Est-ce qu'on s'arrête à ces trois-là? Si vous me dites oui, c'est que je me suis mal expliqué. Effectivement, la note de prise de feuille de papier volante, ok. Numéro de téléphone affiché dans un service, ok. Alors après, gestion de lit, collègue de truc, on va peut-être loin comme dans la définition. On s'arrête là pour l'instant? Ok, ça marche. Ah. Troisième définition, troisième type de réponse, l'aide cognitive comme composante de l'environnement ambiant. Donc on élargit encore. C'est pas simplement la checklist conventionnelle, c'est pas simplement un support papier ou une structuration de la pensée, c'est une composante de l'environnement. Là, on est assez ambitieux, on va essayer de voir si ça tient la route, cette définition, cette réponse. Prenons une checklist classique, celle qu'en bloc opératoire vous connaissez, liste de contrôle de sécurité chirurgicale. En soi, c'est un document papier qu'on lit, etc. Mais ce n'est pas que ça, dans les faits. On voit qu'il y a une segmentation temporelle. Avant induction d'anesthésie, avant incision, avant que le patient ne quitte la salle d'opération. Donc en fait, la segmentation temporelle, c'est des phases concrètes dans l'environnement, des moments de mes actions. Donc ça a un impact sur la manière dont je définis le temps imparti pour réaliser la chirurgie. Il va y avoir des étapes intermédiaires qui sont, il faut remplir la checklist à un moment donné. Donc ça joue sur la séquence temporelle. On constate qu'il s'agit de vérifier l'état de l'environnement. Le site de l'intervention est-il marqué? Le matériel et les produits d'anesthésie ont-ils été vérifiés? Donc il faut interagir avec l'environnement. Est-ce que je peux voir que ça a été vérifié? Est-ce que je peux voir? Donc, ce n'est pas simplement un morceau de papier, c'est ouvert sur l'environnement. Et globalement, en fait, concrètement, il faut que quelqu'un s'occupe de remplir la checklist. C'est qui? C'est le chirurgien, c'est l'anesthésiste, c'est l'IBOD, c'est... Et cette checklist, qui la regarde? C'est la personne qui l'a remplie, c'est tout le monde, parce que la checklist est affichée sur un grand écran. L'environnement n'est plus le même. Donc c'est un objet, et puis un objet papier, support électronique, où est-ce qu'on le met, où est-ce qu'on le range? Il a ses contraintes en tant qu'objet physique, qui va s'insérer dans l'environnement en plus. Il ne faut pas la perdre, etc. Donc, fondamentalement, c'est inscrit dans l'environnement. En plus, ça définit, ça réorganise le travail aussi. Et ça génère une nouvelle organisation de l'usage proprement dit de la checklist. Comme ça, en fait,
dans le domaine du pilotage d'avion, ils ont déjà pris en compte ces aspects, bien évidemment. Il y a différents modes opératoires pour utiliser la checklist. Un premier mode, c'est le mode lire-faire, c'est le contrôle proactif, c'est-à-dire je lis la checklist et je fais. Donc c'est plus comme une to-do list. Vérifie que le matériel est prêt. Oui, le matériel est prêt. Mais on peut faire l'inverse. On peut faire et après vérifier. Donc c'est le mode do confirme. Je vérifie. Et puis après, est-ce que tu as vérifié? Oui, c'est bon. Ben c'est plus pareil. Donc il va y avoir une organisation du travail qui va être différente. Et puis on peut avoir un troisième mode, ben, c'est le contrôle mutuel. On se contrôle mutuellement. Et un remplit la checklist. Donc on fait appel en fait à un partage de la checklist entre différentes personnes. Donc il faut savoir quel est le mode le plus approprié. Quel est celui qui va être le plus pertinent. Bien souvent, le contrôle proactif, lire et faire, c'est plus souvent pour des novices, où on est guidé pas à pas sur, on me dit ce qu'il faut faire. L'expert, lui, préfère bien souvent le mode je fais et puis après, on me propose de vérifier ce que j'ai fait. Mais tout ça, ça se discute. En fait, on inscrit dans l'environnement, de manière générale, des opérations cognitives qui deviennent aussi matérielles. Catégoriser l'information, sérier l'information, la mettre en science, ben, ce n'est pas simplement par le langage ou par l'écrit qu'on le fait, c'est à travers les objets qui nous entourent. Et selon que l'on catégorise, qu'on série, qu'on fait une sériation ou une mise en science efficace, eh bien, ça va nous aider plus ou moins à travailler. Exemple, vous avez une proposition de Fuchs et de ses collègues sur la mise en évidence des laryngoscopes sur un chariot d'urgence. Au lieu de mettre les laryngos dans un tiroir, aller chercher quelle est la bonne lame, etc., c'est une urgence pédiatrique, eh bien, on voit les laryngoscopes qui sont présentés, donc ils sont saillants, on y accède directement, on les voit, et ils sont sériés. Je sais que celui tout à droite, c'est la lame la plus petite, celui tout à gauche, c'est la lame la plus grande. Donc tout de suite, tac, je n'ai plus qu'à attraper l'objet pour l'utiliser. C'est une forme d'aide cognitive de ce fait, parce qu'on a organisé l'environnement de manière efficace. CRIMS qui a proposé l'organisation d'un chariot d'urgence pour la réanimation, avec en fonction des tiroirs, c'est en fonction de la profondeur dans la procédure, si ça se passe mal. Alors le masque classique, masque laryngé, l'intubation, la trachéotomie. Donc, voilà. Et donc il y a toute une logique de couleurs, de symboles qui sont liés à la séquence de la réanimation en fonction de son déroulement. Avec des tiroirs qui sont dans la même logique, des kits avec des symboles associés et des informations type to-do list, voilà, appeler à l'aide, allocation de la procédure, qui fait quoi, le kit à côté du lit, donc on a à la fois vous voyez, quelque chose qui relève de la to-do list classique, mais qui est imbriqué totalement dans les objets. Donc on inscrit en fait l'information dans l'environnement, dans les objets. L'environnement social est aussi une aide cognitive d'une certaine manière. Le collectif est une aide cognitive. Et selon que ce collectif est plus ou moins mis en science, plus ou moins valorisé, il sera une aide plus ou moins efficace. Là, vous avez une photo, on aime bien en ergonomie prendre des photos, parce qu'après on peut réfléchir sur la photo, mais un bureau où il y a les internes et les médecins. Qu'est-ce qu'on constate d'un point de vue traitement de l'information? Pardon? Il se tourne le dos. Il se tourne le dos. Donc en termes de communication, c'est pas... Quoi d'autre? Toujours en termes d'information, partage d'informations. Ouais, très bien, il y a une aide cognitive qui est le tableau, qui est au milieu, qui est plus ou moins clair et lisible.
il manque quelque chose, entre guillemets. Ben, les paramédicaux ne sont pas là. Donc on a un bureau pour les paramédicaux, un bureau pour les médecins internes. Et en fait, aux urgences, c'est 3 personnes qui s'occupent d'un patient, le médecin, l'infirmier, l'aide-soignant, et en fait, ben, quand ils reviennent traiter l'information, ils sont séparés. Donc, problématique potentielle de communication entre les médicaux et les paramédicaux. Parce que l'environnement les sépare d'emblée. Donc, par exemple, ce qu'on a mis en place, cet hôpital, c'est pour éviter ça, les problèmes de communication, c'est des points de coordination, c'est-à-dire que à des heures bien définies, matin, 8h, 15h et puis minuit, tout le monde se regroupe dans le service pour faire le point sur les différents patients, où est-ce qu'ils en sont dans leur prise en charge. Et donc là, c'était le premier point de coordination qu'on a mis en place avec les équipes. Après, il y a un grand écran qui a été mis dans la salle. On a choisi une salle qui est assez grande. Grand écran, haute aide cognitive pour voir les différents dossiers des patients, etc. Un an plus tard, je fais passer un questionnaire anonyme en ligne sur la satisfaction et l'apport potentiel et les inconvénients de ces points de coordination. Un exemple de réponse, la question c'était est-ce que les points de coordination permettent d'éviter d'oublier certains patients? Eh bien, 72% disent oui. Tout à fait d'accord. 17% disent d'accord. Donc vous avez 89% des 47 personnes médicales, du domaine médical, paramédical qui ont répondu à ce questionnaire qui disent effectivement ça permet d'éviter qu'on oublie certains patients dans le service. C'était une des réponses des différentes questions. Donc, vous voyez, on a travaillé sur la notion d'aide cognitive d'ordre collectif. Alors, qu'est-ce qu'une aide cognitive? Pardon? Je n'entends pas. Le chariot, on le met dedans alors du coup? Tout? La table, la chaise? Hop, 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 hop. Vous êtes sûr? Qui dit table et chaise? Il y a quand même... Bon, on va voir. Ben, voilà un exemple de table. C'est à l'accueil des urgences. Donc la table utilisée par l'IOA, l'infirmière d'orientation et d'accueil, qui, on voit sur cette table, ben, c'est une table classique, hein. Donc on a des gourdes, on a les dossiers patients, version papier, qui vont être réutilisés pour la version enregistrée, la version numérique. On voit des aides cognitives collées sur la surface verticale, etc. C'est une table multifonction. On s'est dit comment on pourrait la transformer pour que ça devienne véritablement une aide cognitive, proprement dit. À l'époque, dans le service, il y avait 2 secteurs, traumatologie et puis secteur médical, plus la partie rendez-vous gynécologique, etc., tous les autres services particuliers. Et donc, on a dit, bah, on appelle le menuisier, déjà on met des étagères pour mettre les gourdes, etc. Tout ça, on retire, et on va faire un espace dédié simplement à l'essentiel de l'activité, hein, directement, ce sont les dossiers. Donc, j'ai acheté un ruban adhésif jaune, partagé en 2 la table, avec en bas, devant là, c'est secteur médical, en haut, secteur traumato, et puis gynéco, tous les autres services, parce qu'on peut faire un regroupement parce qu'ils sont moins fréquents, c'est surtout le secteur médical, hein, classique, qui est le plus chargé. Après, un jour comme ça, une aide-soignante qui vient me voir, dit, ça serait bien de rajouter une 3e zone, c'est les dossiers pour la traumato qui vont partir là. Donc en bout, là, où il y a la feuille blanche à gauche, on a rajouté une 3e zone, départ direct pour la traumato. Et à partir de là, on est arrivé à cette aide cognitive, hein, ce qui a un impact important sur l'activité en final, cette simple table. Pourquoi?
Parce qu'avant, tous les dossiers, vous voyez à gauche, étaient classés par ordre d'arrivée. Donc on prend le premier qui arrive. Le problème, c'est que les dossiers traumato sont avec les dossiers secteur médical. Et donc, si vous voulez, traumato, il y en a moins. Et donc, le premier patient qui arrive pour un problème de traumatologie, en fait, est noyé dans l'attente, dans la liste globale. Et on a bien souvent des dossiers pour le secteur médical qui sont avant. Et donc, pourtant, lui, il pourrait y aller en secteur. Mais il faut que l'IOA, en fait, ait traité d'abord les dossiers du secteur médical. Donc, un problème de flux. Là, en mettant 2 fils, ce problème n'existe plus. Donc, l'infirmière peut prendre au choix le premier traumato, le premier secteur médical, et de manière intuitive, en se retournant, elle sait que en bas c'est médical, en haut c'est traumato. C'est tout simple, mais ça réorganise, vous voyez, l'activité. Donc une table peut être un aide cognitive. Une chaise aussi. Une chaise aussi. C'est une étude qui a été réalisée récemment, qui a été publiée dans la grande revue British Medical Journal. Cette étude montre qu'une simple chaise peut améliorer la relation entre le patient et les médecins. Donc, en fait, si vous placez la chaise à moins d'1 mètre du lit, eh bien, ça invite le médecin à s'asseoir à côté du patient. Et en fait, ils ont mesuré après la sensation du patient dans cette situation par rapport à un groupe contrôle. Et il s'avère que le patient perçoive le médecin comme plus empathique, mais aussi plus compétent. Et donc, on a une aide au travail qu'on a réalisée avec une simple chaise qu'on a mis à moins d'1 mètre du lit. L'aide cognitive comme un outil plus ou moins ergonomique, en fait, l'ergonome, comme me disait un chef de projet avec qui je travaillais, c'est un poil à gratter. Il énerve tout le monde parce qu'il remet en cause, on a commencé à le faire, les définitions des choses. Et d'un point de vue ergonomique, un ergonome peut vous dire ça. Rien ne correspond à une aide cognitive. Dans certains contextes, eh bien, les fonctions d'aide cognitive ne sont pas satisfaites. Que ça soit une simple chaise ou une checklist. Alors pourquoi ? Si on regarde les études qui ont été menées dans les hôpitaux qui ont mis en place des checklists, notamment, les études 2014-2015, on constate que dans les faits, la checklist de bloc n'est pas utilisée de manière systématique ou de manière incomplète. Des informations manquent dans 10% des cas observés, notamment l'identité du patient, l'identification de la procédure. Quand même des informations importantes. La participation de tous les membres de l'équipe au point de vérification n'est pas systématique. Souvent, le chirurgien est parti avant la dernière vérification. Alors, lorsqu'ils sont présents, lorsque toute l'équipe est présente pour vérifier les choses, on constate une absence de focalisation de l'attention sur le remplissage de la checklist. Plus de 70% des cas, tout le monde parle d'autre chose, ça s'est fait alors qu'on discute de tout et de rien. Pardon. En finale, la vérification n'est pas réalisée dans 39% des procédures observées, dans 87% et 87% dans un des hôpitaux. La procédure n'est pas vérifiée. Alors quand on parle avec les soignants, pour eux c'est des routines, c'est des cases à cocher en plus. Ils ne comprennent pas trop l'intérêt, parce que ça n'a pas été démontré, etc. Parfois il est écrit dans le compte rendu que la checklist a été utilisée, alors que ça n'a pas été le cas en réalité. Donc c'est embêtant, ça montre que dans les faits, ce n'est pas une aide cognitive véritablement. Si c'était une aide cognitive proprement dit, comme la feuille qu'on sort de sa blouse, on ne trouverait pas des résultats comme ça. Il y a un problème quelque part. Okay. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, Monsieur Morino, mais tout ça c'est vieux. C'est 2014, 2013. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'intelligence artificielle. On a évolué sur les choses comme aide cognitive potentielle en plus. Donc, c'est peut-être plus vrai.
Alors, on va aller voir ce qui se passe. On regarde une étude qui a été menée en 2024, c'est pas très vieux, par un assureur, Reliance. Donc, on constate déjà, donc en France, ça a été fait aussi en Europe, hein, plus généralement, une augmentation des événements indésirables graves entre 2022 et 2023 en France. Alors, ce qu'ils appellent les never events, c'est les événements indésirables qui auraient dû être évités si on a suivi les recommandations donc, en matière de sécurité. Donc, on revient à la notion de protocole à suivre. Qu'est-ce qu'il en est? Ben, en France, on a au moins un never event tous les 7 jours. 2023, 151 never events, donc ça fait plus de 2, c'est quasiment 2 hein, de moyenne. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, oubli de matériel ou de corps étranger après une intervention. 82 des cas. Donc l'aide cognitive, où est-ce qu'elle est là pour... Brûlure de patient. Erreur d'intervention sur le type, sur la localisation de l'intervention. Prothèse implant inappropriée. Erreur de patient. 4 cas. C'est fort. Erreur médicamenteuse grave. 4 cas. 4. Alors, ils ont été voir ce qui se passe au niveau des checklists. Ils ont été voir les dossiers. Dans 90% des cas, la traçabilité de la checklist a été correctement mise en œuvre. On retrouve la checklist dans le dossier médical. On regarde le contenu de la checklist. Dans 100% des checklists, les vérifications ont été tracées, comme réalisées sans problème. 80% des plateaux techniques évalués en 2023 ont reçu une recommandation d'amélioration de mise en œuvre des checklists et de leur analyse. Donc ça veut dire que voilà, la checklist est devenue un document administratif qu'on remplit après la chirurgie. C'est bien rempli, mais dans les faits, ça n'a pas été utilisé dans sa fonction fondamentale qui est d'aider au travail. Alors pourquoi on va donner quelques pistes, hein, ces vulnérabilités? En fait, parce que fondamentalement, la situation de soins, c'est un système cognitif qui a un équilibre, plus ou moins instable, mais qui a un équilibre. Et tout changement, c'est-à-dire toute incorporation d'une checklist ou d'un outil, en fait, ça génère une instabilité, au moins transitoire. Et donc, cet élément supplémentaire dans le système déstabilise le système, et peut-être qu'il n'y a pas un équilibre qui se réinstalle ou un équilibre qui n'est pas satisfaisant. Mais il faut prendre en compte cette phase d'appropriation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on met une checklist à disposition de personne que hop, c'est bon, c'est fini. Donc, il y a le contexte dans lequel elle va s'inscrire avec une phase d'appropriation essentielle. Il y a des principes ergonomiques fondamentaux à respecter. La confiance, la fiabilité de l'outil, son accessibilité, tant en termes de contenu que de support proprement dit physique. En termes de contenu, il faut avoir une confiance dans la source d'information. Par exemple, certains praticiens disaient qu'ils ne sont pas certains que ce qu'il y a à vérifier, c'est ça qu'il faut faire. En fait, ils ont les recommandations générales, pour eux, ce n'est pas la manière de procéder qu'ils ont l'habitude de suivre. La fiabilité, la qualité de l'information, le problème de mise à jour des informations par rapport à l'évolution des pratiques. Et puis la facilité de compréhension des items, le fait que ça ne soit pas ambigu. Et puis le support en lui-même, confiance en son utilité, les défaillances de la version numérique potentiellement, la facilité d'usage, le document papier, comment on le traite physiquement, comment on le stocke, comment on le transmet. Donc ces éléments périphériques sont essentiels pour que ça soit en fait un outil qui s'insère véritablement dans la situation. Alors il commence à y avoir des critères ergonomiques pour concevoir des aides cognitives centrées utilisateurs, orientées utilisateurs, en prenant en compte véritablement les besoins fondamentaux des utilisateurs. C'est ce que font les anglo-saxons, là, avec encore les anesthésistes. Alors, bon, il y a des critères très basiques et assez classiques, mais on trouve des conseils originaux comme des items d'action lisibles à longueur de bras, la police de caractère, un espace suffisant pour utiliser le doigt comme curseur. C'est tout bête, mais ça...
ou des systèmes de décision avec des conditions claires. Si telle condition, voilà, telle décision, mais que ça soit non ambigu. Il y a une invitation à réévaluer la situation clinique aussi à la fin. La prise en compte d'actions différées à considérer. Et puis date de mise à jour, comme je vous disais, la mise à jour des documents. Donc, en fait, ce qu'on appelle l'analyse du travail en ergonomie, c'est l'analyse de ce système avant la mise en place d'un dispositif, pendant sa mise en place et après. Et c'est des étapes indispensables pour un usage efficace des outils comme véritablement des aides. Donc en ergonomie, il y a 3 grands éléments. C'est la tâche prescrite, quelles sont les recommandations, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement, les protocoles, sachant que comme on l'a vu, en fait, le suivi du protocole, en fait, c'est un idéal, une utopie qui est la version pilotage d'avion, mais dans le domaine médical, c'est plus complexe que ça. Donc il y a de la variabilité forcément, du fait de la complexité des tâches. L'activité réelle, qu'est-ce qui se passe sur le terrain véritablement? On trouve des choses parfois étonnantes, comme des portes qui restent en mode ouvert parce qu'on a mis un morceau de tissu pour la tenir. Donc ça, c'est la réalité des choses. Et puis la simulation aussi, c'est-à-dire qu'on testait dans des conditions de simulation les outils avant leur mise en œuvre effective, avoir les retours des utilisateurs, voir comment c'est mis en place, comment ils la gèrent, est-ce qu'ils l'utilisent véritablement comme je dis je fais, ou je fais et puis je vérifie, est-ce que c'est partagé, où est situé concrètement l'outil. Il y a des modes opératoires très différents pour un même outil dans les différents hôpitaux, dans les différents services. Qu'est-ce qu'on veut aussi aider? Est-ce qu'on veut aider les phases de perception du monde, d'observation, donc l'identification, plus le mode checklist ou fiche de tri? Est-ce qu'on veut aider une prise de décision avec les conséquences de cette décision? Est-ce qu'on veut aider la mise en œuvre d'une action? Est-ce qu'on veut simplement aider la mémoire de nos opérateurs? Donc déjà, les fonctions essentielles que doivent assister l'outil. Donc une analyse du travail, une approche cognitive et ergonomique est essentielle dans ce cadre. Enfin, on peut faire de l'éthologie en allant voir ce qui se passe chez le col vert, avec la notion de vicariance, c'est-à-dire qu'un comportement d'un col vert est très variable en fonction du contexte et de ses intentions. C'est un animal incroyable parce qu'en fait, pour simplement se déplacer, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modes opératoires différents. Donc il peut marcher, il peut nager en surface, il peut plonger, il peut avoir une nage lente palmée sous l'eau, il peut faire un vol aquatique, il peut faire un vol diurne sur longue distance, un vol nocturne. Ce qu'on appelle la vicariance, c'est-à-dire pour atteindre un même but, on a différentes stratégies à notre disposition. Et l'être humain a développé la vicariance de manière très, très importante, c'est-à-dire qu'on est capable de trouver des chemins différents pour atteindre un même résultat. Et selon son intention, et puis aussi selon l'environnement, évidemment, dans lequel il est, les propriétés de l'environnement vont l'inviter à déclencher tel schème et non pas tel autre. L'aide cognitive, ça pourrait envisager comme une stratégie vicariante de traitement de l'information. Ce n'est pas ça qui résout le problème véritablement, c'est un moyen. Et donc, on a une procédure habituelle qu'on peut réaliser de mémoire. On peut avoir une procédure habituelle guidée par l'aide cognitive. On peut avoir un appel à l'aide cognitive si on a besoin, comme l'aide cognitive de crise. Et puis, on peut avoir aussi des actions improvisées en mode dégradé. Et ça, en fait, il faut aussi le considérer, c'est-à-dire considérer qu'à certains moments, eh bien, on ne peut pas utiliser l'aide cognitive, elle n'est pas pertinente. C'est un élément parmi d'autres pour éviter les événements indésirables. Selon l'intention et selon, évidemment, le contexte de la situation. Voilà, je vous ai mis une petite bibliographie. Donc il y a un ouvrage Facteurs humains en santé avec un chapitre sur les aides cognitives et puis d'autres chapitres sur les facteurs humains, l'ergonomie en général. J'ai humblement rédigé un ouvrage sur les aides cognitives.
Il y a un petit dictionnaire sur l'ergonomie qui est intéressant, et puis des ouvrages classiques anglo-saxons ou sur l'erreur humaine, l'ouvrage de James Reason en version française qui sont intéressants si vous voulez approfondir les choses. Voilà, je vous remercie de votre attention.